Du coup, donc là, cette fois-ci, je suis avec Sei, qui est quelqu'un que j'ai pu rencontrer avec, enfin, dans les salons de dessin. Vu que, voilà, je dessine et tout, comme vous pouvez savoir. Donc, Sei, moi, je te laisse te présenter, dire tes, qui es-tu, tes origines, ce que tu fais dans la vie et tout, voilà, quoi, tu vois. Une présentation, quoi. Ok, alors c'est Ilonka, je suis aspirant mangaka, euh, créateur d'univers fictifs en herbe et dans la vie active, disons que je fais du marketing digital pour une startup. Est-ce que j'ai des aspirations? Oui, comme j'ai dit, je suis aspirant créateur d'univers, donc j'aimerais bien créer un transmédia, un gros, mais pour l'instant, je commence petit à petit par créer de petites histoires autour de d'un petit, disons un petit world building sympathique. Ok, je vois. Et tes origines, tu peux les expliquer à ceux qui nous écoutent. Alors, j'avais l'habitude de me présenter en tant que bénino-japonais musulman né en France. Du Ah, coup, t'es je suis musulman l'ennemi. aussi. Oui, je suis l'ennemi du racisme. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'amène sur ce podcast, du coup? Genre, qu'est-ce qui t'a Bah, intéressé? j'ai eu à entendre que voilà, c'est un podcast qui parlait de d'intégration d'étrangers. Alors, je ne sais pas si parce que je suis né en France, ça veut dire que je serai vu. Enfin, ça sera différent de comment je vais dire ça, de quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais disons que j'ai passé quasiment toute ma vie ailleurs, donc je pense que je peux être considéré comme tel. Je trouve le concept très intéressant et la dernière fois que tu m'en avais parlé, je me suis dit, ça peut être marrant Hmm. de voir ce qu'il en est. Et tu m'as invité, je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être une bonne occasion pour voir un peu comment ça se passe avec d'autres personnes que moi. Ah, ouais. Les intégrations, savoir un peu comment les autres fonctionnent. Parce que je suis ici que depuis 3 ans. Donc, des fois, il y a certains codes qu'on maîtrise pas forcément tout de suite. Et ça peut être intéressant Mhm. d'avoir les avis d'autres personnes pour justement avoir une différente manière de s'intégrer. Du coup, en fait, toi, si j'ai bien compris, t'es né en France, mais t'es allé dans d'autres pays et ça va faire 3 ans que t'es revenu en France, c'est ça? C'est ça. Ouais, explique-nous plus en détail ton parcours, que ce soit au niveau des études, même là où tu as pu aller, comment tu as pu grandir et comment ça a été ton enfance en fait. Alors, généralement, quand je dis je suis né en France, Mhm. ça, la plupart des gens ont cette idée implicite que, bon, voilà, il a vécu peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou jusqu'à ses 10 ans, il est parti. Non, non, en fait, je crois que j'ai eu aucune idée de ce à quoi ça ressemblait avant, par des photos de quand on est gamin. Parce Mhm. que je crois avant même que j'ai fêté 1 an, je me suis retrouvé au pays. Et Ouais. puis, j'étais au Bénin, en Afrique de l'Ouest. C'est pas Mhm. le pays le plus connu. Les gens ont l'habitude d'entendre parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, Mali. Le Bénin, c'est pas loin de tout ça, en fait. C'est à l'ouest du Nigeria et au sud Mhm. du Burkina. Donc, c'est un pays très sympathique, connu pas pour les par les Ouest Ouais. africains. Ouais. Disons qu'il Je, a une je, je, réputation particulière. Mhm. Mhm. Vu que moi-même, j'avais un ami qui est un ami d'enfance, même, je le salue, qui regarde aussi ce podcast. Même, je pense qu'il va regarder cet épisode, qui est béninois, justement. Enfin, qui est béninois français. Et justement, ouais, quand j'étais à la cour et tout, souvent, il y avait des connotations négatives sur le Bénin qui véhiculaient, quoi. Je sais pas si tu vois. Ouais. Alors, les Béninois entre eux-mêmes, ils ont leur propre vision du Bénin, mais les autres Ouest-Africains, généralement, ils craignent le Bénin un peu comme les Nord-Africains craignent le Maroc. En fait, c'est un pays qui est souvent craint pour les utilisations d'objets mystiques ou parce Mhm. que, Mhm. apparemment, les Béninois ont l'habitude d'être des jeteurs de sorts. La plupart de mes amis trouvent ça gênant, enfin, les amis que j'ai eus au pays. Mais moi, je trouve ça plutôt marrant parce que, bah, du coup, on a moins tendance à t'embêter que, pour d'autres raisons. Je conçois, je comprends, je comprends. Bah après, là, typiquement, toi, t'es un exemple parfait t'es, t'as grandi au Bénin, mais t'es toujours vivant, quoi. Il s'est rien passé une fois, quoi.
là, t'es en forme, t'es en France et tout, t'es un aspirant pour faire du manga et tout. Bon, je suppose qu'on est en 2022, donc j'ai pas la peine, c'est pas nécessaire pour moi de revenir sur le fait qu'on vit pas dans des arbres ou des trucs comme ça, hein. Dis-moi que c'est passé de mode, ces trucs-là. De quoi, de... Tu sais, les conneries du genre, oui, en Afrique, on vit dans les cases, on vit dans les arbres, des trucs comme ça. Ah non, ça c'est passé, ça, t'inquiète. Enfin bon, je pense Ok, qu'il y a toujours des gens qui sont un peu, tu connais, ils sont un peu, ouais, ils sont toujours j'imagine bien. bloqués dans ces idées-là, mais non. Surtout qu'on voit de plus en plus, tu vois, un peu la situation en Afrique, un peu plus en détail avec, bah, justement, avec YouTube, avec Internet. Donc, Ok, ouais, ça non. c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je Mm, suis venu en France du coup il y a 3 ans. Sinon, tout le reste de ma vie c'était au pays, au Bénin. mm, J'ai vécu dans la capitale. Enfin, on va dire la ville, la métropole, puisque il y a quelques années, je crois en 2016 ou en 2018, c'est Porto Novo qui est devenu la capitale. Sinon, avant ça, c'était Cotonou. Donc, c'est la mm. métropole. Elle est complètement au sud, on va dire au bord de la mer. J'ai vécu avec mes tantes, mon père était en France, et il y a quelques années, voilà, pour les études et pour le rejoindre, je suis revenu. En fait, je suis venu en France. Voilà un peu. Mm. Ok, donc du coup, toi, t'es revenu là-bas, mais genre, pour ce qui est des études, t'étais dans une école française ou... Alors, j'étais pas dans une école française. Je crois la seule école française qu'il doit y avoir au pays, c'est EFE Montaigne. Euh, à part ça, bon, toutes les écoles sont en français parce qu'on est dans un pays Mm, francophone comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. mm, J'ai été pour la plupart dans des écoles privées en griffe, mais j'ai fait une école publique quand j'étais au CE1. Et ensuite, à l'université, j'ai fait une université d'informatique. Et il y avait un partenariat, parce qu'il y a des universités qui sont partenaires avec des universités françaises. Et mm. justement, la mienne était dans ce cas-là. Et disons que c'est un peu comme ça que j'ai commencé la procédure pour venir en France. Bon, pour tous les étrangers qui ont suivi le parcours étudiant Campus France, ou je sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, mais chez nous, ça s'appelait Campus France. Ah, c'est le truc qui te permet, tu vas sur Internet, tu remplis les énormes formalités. Mm. Et si une école a saisi J'imagine à toi, quel point c'est... Ah, j'imagine à quel point ça doit être bourbier, ça, par contre. Mais déjà ouais. que, de ce que j'ai pu comprendre avant, genre si, avant, bah, t'es né en France, toi. Mhm. Donc, pour toi, là, toi, t'as la nationalité française, non? Ah non, non, ça se passe pas comme ça parce que je suis né peut-être un peu trop tard. De ce que mes parents m'ont appris, c'était un truc un peu politique là. Il y a eu un Mhm. président qui est venu et qui a annulé le droit du sol. Ah. Ouais, Ouais, j'ai su que c'était un peu plus compliqué d'avoir la nationalité française, maintenant. exactement. Et avant, ils donnaient, plus facilement. Mhm, Mais, mhm. attends, du coup, toi, t'étais au Bénin. T'étais avec ton père et, tes tantes. Mais pour ce qui est de ta mère, si si je me souviens bien, t'étais, t'étais pas, elle était pas avec toi, dans ta jeunesse, non? Oh, pas même mon père d'ailleurs, c'était pas vraiment le cas en fait. Ma mère, japonaise du coup, Mm. elle est venue 1, 2 fois au pays. Euh, je crois que c'était pendant les vacances d'été. Et après, je l'ai plus revue. Je vais avoir 5, 7 ans. Mon père, tout pareil. Bon, mon père, lui, avait vécu avec moi au pays pendant quelques années. Et il est reparti aussi. Donc, Donc, j'ai du coup, au passé la final, majorité de t'étais, ma vie avec, oui, avec mes tantes, les sœurs de mon père. ah, Elles se sont ok, occupées de je vois. moi. Ça s'est plutôt bien passé. Ok. Mais, genre, ça t'a pas trop chamboulé, ce fait-là que, mais quand même, c'est quand même un peu compliqué, tu vois, moi, j'ai jamais vécu ça à titre personnel, mais de ce que j'ai pu voir, c'est quand même assez compliqué, tu vois, t'es là, t'es pas avec tes parents souvent, ou même ils viennent parfois, et après d'un coup d'un seul, comme pour ce qui est du cas de ta mère, bah elle était plus trop à tes côtés, tu vois. Que toi, ça Mhm, t'a mhm. fait un choc ou C'est pas un choc en tant que tel. C'est plus sur la durée que les effets se ressentent. Quand tu as un peu moins de 10 ans, ce genre d'aléa, en fait,
tu te rends pas encore compte de l'impact que ça a. Peut-être que j'ai dû pleurer une fois ou deux, mais ça remonte à des souvenirs tellement loin. C'est au fur et à mesure que tu finis par te rendre compte que ça laisse des traces, en fait. Mes tantes, elles sont sympathiques, mais comme elles avaient des enfants, du coup, moi et certains de mes amis, voire même eux, mes enfants, parce que les enfants de mes tantes, mes cousins, c'était comme mes frères et sœurs. Mais je crois que et eux et mes amis se rendaient bien compte que voilà, il y avait une différence entre comment ils étaient traités et comment j'étais traité. Et c'est un peu compliqué à un moment de devoir vivre certaines étapes sans les parents en tant que tels. On finit par s'y faire, mais c'est jamais facile. Bah, j'imagine. Par exemple, est-ce que genre ils étaient là quand t'avais eu, je sais pas, ta majorité ou quand si t'as passé le permis ou un truc comme ça, ou même les Ah, examens, les diplômes, ils étaient là ou c'était les tantes? alors, les premières années, mes parents essayaient de m'appeler au téléphone. Ensuite, il y a eu un aléa parce que la tante qui s'occupait de moi, elle a déménagé. Donc, ils ont perdu mon contact. Et donc, j'ai perdu ma mère de vue pendant 4, 5, 6 ans jusqu'à ce que je me retrouve sur Facebook. Et je sais pas comment on s'est débrouillé. Elle a fini par me retrouver sur Facebook et on s'est écrit un peu. Sauf que là, à ce moment-là, je devenais adolescent. Donc, voilà, c'est l'âge où, voilà, on fait un peu l'enfant rebelle. Donc, j'en voulais un peu à mes Ah, parents de pas avoir été là, de pas mhm. être là. J'avais pas forcément envie de les comprendre, de chercher pourquoi ils sont partis. Et du coup, j'ai un peu délaissé le contact avec ma mère. Mon père, lui, il est revenu. Il est revenu de temps en temps. Ah oui, entre parenthèses, ben, ils sont séparés. Et ils sont séparés physiquement et à distance. Donc, c'est pour ça que, Ah, voilà, certaines choses ont été plus compliquées que d'autres. Ma mère, elle est à l'autre bout du monde, donc c'est pas le premier mhm. avion qu'elle va prendre pour venir ici. Et bon, mon père, J'imagine. voilà, lui, comme il était en France, c'était plus simple pour lui. Il est venu tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de le voir. Pas forcément à des occasions spéciales, mais alors, on a passé un peu de temps ensemble. Ok. Ça, c'est intéressant à savoir, vu que, tu vois, des gens qui ont son parcours, c'est pas un parcours commun, tu vois, typiquement, ça. J'imagine bien. M- Même tes origines, en somme, c'est quand même quelque chose d'assez rare, quoi. Béninois, japonais. Donc, franchement, franchement, c'est vraiment bien que t'aies pas pu, tu vois, un peu déraper dû au fait que, bah, t'étais pas, t'étais pas souvent avec tes parents, même même à distance, c'était compliqué. Avec Facebook, parfois vous voyez, mais c'était la période de l'adolescence, donc t'avais un peu de- un peu un sentiment mauvais, enfin un ressenti mauvais par rapport à comment un peu ils étaient avec toi, vu qu'ils étaient pas trop avec toi. Mais bon, voilà, t'es là, t'es bien, tu vois, vu que moi Ouais, j'en suis sûr, t'as des gens, tu vois, qui s'ils avaient ton parcours, ils seraient très mal barrés, tu vois. Ça aurait été oui. très compliqué, quoi, tu vois. Et toi, t'arrives à Alors, tenir le coup, ça c'est bien. bon, j'avoue que c'est en partie dû à l'éducation de mes tantes et le milieu où je me situais. Si je m'étais situé dans un milieu un peu plus précaire, je pense que j'aurais vite dérapé. Donc, bien heureusement, voilà, mes tantes, c'est des personnes qui ont suivi une grande formation. Elles sont docteurs. Enfin, elles ont un doctorat, du coup, toutes les deux, parce que c'est deux tantes Hmm. qui sont occupées de moi. Mais en Ça même temps, c'est elles bien, ont ça. gardé quand même, voilà, leurs racines. Elles ont gardé l'éducation à l'africaine. Alors, c'est le genre de truc qui, aujourd'hui, les humoristes qui ont des origines africaines font oui, voilà, on te bastonne, on te crie dessus, tout ça, tout ça. Mais j'avoue que de mon côté, je me rends compte que quand même ça a participé à ce que je suis aujourd'hui. Et je regrette pas grand-chose de ce qui arrive. Ça, c'est vraiment bien, par contre. Mais toi, quand tu étais au pays, Mhm. et les gens, vu que toi, Discrimination? oui, la discrimination, est-ce que genre les gens au pays, vu qu'ils voyaient que t'étais un peu métis et t'étais bridé, ils te prenaient pour quelqu'un de bizarre, ils te prenaient pour un ovni ou je sais pas, c'était Euh, compliqué ou non, en vrai, ça allait. non, il y a forcément, comment on appelle ça, une façon de voir celui qu'on va appeler en griffe l'étranger comme quelqu'un de différent. Il y a des petites chansons que les enfants vont chanter dans le quartier pour te désigner parce que tu es différent, que tu es jaune.
Il y a le cliché du chinois, parce que voilà, tu as une face asiate. Et malheureusement, il n'y a pas assez de pays asiatiques qui étaient connus à l'époque. Il y a eu aussi les stéréotypes. Voilà, on se demande quelle est la taille Ah, ouais. d'un Ouais. asiate, parce que Ouais. techniquement, c'est plus court que la moyenne. Donc oui, il y a eu des stéréotypes. Les chansons, quand j'étais petit, ça m'agaçait vite à un moment. Ils ont des petites comptines spécifiquement pour les gens de couleur claire ou les asiatiques. Mais après, ça a fini par devenir drôle. C'est avec l'habitude, tu comprends ce qu'ils vivent, tu comprends que c'est pas tout le temps qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses. Puisque bon, j'ai vécu la partie où Internet n'existe pas encore pour que tu puisses te rendre compte que voilà, il y a autre personnes dans le monde. Donc voilà, je peux les comprendre après. Mhm. C'était peut-être les appellations genre chinois ou thaïlandais, vietnamien. Ça, par contre, c'est vite devenu relou et ça a pas arrêté. Mais Ah, ouais, je peux comprendre. je me Et suis surtout adapté le, avec le temps. surtout le pire, je sais pas comment toi t'as pu le percevoir, vu qu'au fond t'étais au Bénin, t'as une de tes origines qui est le Bénin, mais on te prend quand Mhm. même pour un étranger, on te désigne comme quelqu'un, tu vois, qui n'est pas, qui n'a, Béninois. même ça se trouve, ouais, qui même ça se trouve, il y en a carrément qui pouvaient te considérer comme quelqu'un qui n'avait pas sa place au Bénin, quoi, tu vois. Est-ce que toi ça t'est arrivé ça ou Ah, bon ça c'est alors, radical, mais oui, mais en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai été dans un milieu citadin, Mhm. mais non, même là, je pense pas. Je pense que les Béninois sont très conviviaux quand même comme individus. Euh, les choses, je crois la pire chose qui a pu m'arriver, c'était une brimade au sujet de mon origine. Mais sinon, j'ai jamais été désigné comme non accepté. Si je pouvais être tenu à l'écart ou ce genre de choses, c'était peut-être par cause de mes différences de personnalité et pas vraiment mon origine en fait. Ça a Mhm. passé le premier contact, c'est plutôt aller tranquillou quoi. Mhm. Ah, ouais. Bah, mais là, justement, vu que là, t'es en France, est-ce que t'as vécu ça ou non? Alors je suis content que pour le moment ça soit pas encore arrivé. Je pense que c'est dû au typage asiatique parce que on va dire que d'une manière ou d'une autre, j'aime bien me cultiver. Donc, je finis par me rendre compte d'une chose, c'est que, bah, on va dire, il y a une sorte de hiérarchie dans les discriminations. Et dans cette hiérarchie, les Asiatiques sont pas forcément ceux qui prennent le plus cher. Je vais pas dire qu'on n'est pas victime de stéréotypes ou de quoi que ce soit, mais comparé à quoi, aux Africains ou aux Indo-Pakistanais ou aux Mexicains. Mexicains, c'est aux États-Unis, mais donc comparé à ces deux autres-là, quand tu es plus typé Chine, Corée, Japon, ça va. En plus, il y a la K-pop, tout ça qui est venu. Donc pour le moment, ça se passe bien. J'ai pas eu de trucs trop violents. J'ai plutôt eu du racisme ordinaire, par contre. Ça oui, Ah, ouais, monsieur n'a pas ça forcément. va bien, ça. Ouais. Bah, mais justement, toi, au niveau de tes deux cultures, est-ce que t'as du mal un peu à, je sais pas, que ce soit au niveau des repères, par exemple. Genre, t'es à la fois japonais et béninois. Est-ce que, genre, ça t'est arrivé quand t'étais jeune ou même récemment de pas réellement arriver à te situer où ça va, genre, pour toi, t'es béninois et japonais, ça va, c'est Alors, carré, tu connais tes origines, tu connais d'où tu viens et tout. ma réponse, elle va être à la fois simple et... Non, elle est plutôt simple. J'ai vécu toute ma vie au Bénin. Je suis moitié béninois et ouais, je me considère vraiment comme un Béninois. Il y avait enfin, un cousin à moi qui me disait que généralement les métissés ont tendance à être plus accrochés à la culture, on va dire la plus ostracisée. C'est-à-dire, si tu es moitié blanc, moitié asiate, tu vas te sentir peut-être plus accroché à ta culture asiatique qu'à ta culture occidentale. Et donc, voilà, vu que je suis moitié africain, moitié jap, je me sens plus accroché à ma culture africaine en fait. En même temps, je me suis dit que c'est un choix logique à faire. Les mangas ont aidé tout le monde à apprécier la culture japonaise. Donc voilà, ils n'ont pas Mhm. besoin que je la défende. Que je me sens déjà comme un Béninois. Dans l'accent, je peux même pas faire autrement. Et j'ai passé toute ma vie là-bas, donc voilà quoi, ça va.
Ok. Mais du coup, t'es pas allé au Japon une seule fois dans ta vie? Ou tu y es déjà allé une fois? Je devais avoir quoi, quelques mois. Ma mère s'est dit que vas-y, emmène un bébé qui sait rien du Japon là-bas. Donc non, je peux considérer ça comme un non, même si je suis allé. Ah ouais, mais du coup, toi, t'as beaucoup voyagé au fond. Genre, t'es né en France. Ensuite, Mhm, t'es parti quelques mois après au Japon. Ensuite, mhm. du coup, quelques mois après, t'es allé au Au Bénin, Bénin, tu ouais. t'es installé là-bas et t'as grandi là-bas. Et après, là, t'es revenu en France. Mais t'es revenu en France pourquoi d'ailleurs? Eh bien, je pense que tous les Ouest-Africains savent ça. La France, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, c'est considéré comme une sorte de Eldorado. C'est comme un Ah peu comme, ouais, tu ouais. vois, quand dans les films on parle de l'American Dream, voilà, le pays où tu peux Mhm. réaliser tous tes rêves, où tu peux devenir. Pour les Ouest-Africains, c'est plutôt la France qui est comme ça. C'est un peu la France qui est comme ça, genre. Voilà, c'est un pays où tu vas forcément mieux vivre, tu vas gagner des euros, c'est mieux que le franc CFA, tout ça, tout ça. Il y avait ça. Et puis, encore une fois, j'ai dû voir mon père une poignée de fois dans toute ma vie. Il m'a dit, viens, tu vas vivre avec moi. Comme ça, même si tu dois, si c'est pour les études ou pour te faire une place dans ta vie, ça sera plus simple parce que tu auras ton père à côté. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Ok, ok, ok. Mais est-ce que genre maintenant avec du recul, en voyant un peu que toi t'as quand même une vision qui est assez grande, tu vois. Mais Mhm. avec du recul, est-ce que tu penses pas que justement il y a plus d'opportunités, plus de choses à faire, tu vois, au Bénin, typiquement, Mhm. que ici en France, tu sens pas que le Bénin c'est un peu plus l'Eldorado que la France ou je sais pas, c'est toujours pour toi la France c'est un peu l'Eldorado, le sort d'American Dream toujours ou Alors, en vrai, bah, voilà, je me suis documenté sur un peu tout, mais de manière très vague. Donc, je pourrais dire que techniquement, la plupart des pays ouest africains sont beaucoup plus des secteurs d'opportunité que peuvent l'être des pays comme la France. La France a un grand taux de chômage, tout a déjà été fait. Mm. Dans tous les secteurs où tu te places, il y a forcément déjà plusieurs personnes. Et ça devient même terrible avec la mondialisation. Par exemple, j'étais à l'université, on m'avait dit, voilà, deviens codeur, deviens informaticien. C'est un métier d'avenir. Et quelques années plus tard, bah, à cause des trucs pour acheter des services en ligne, les Indo-Pakistanais, qui sont des monstres en codage, ils sont venus bouffer le marché, tu vois. Donc, c'est vraiment un pays où, en France, il y a plus grand-chose à faire. Donc, je considère Mm. que économiquement ou bah, sur ce genre de plan-là, bah, le Bénin est bien mieux, de très loin. En plus, le président actuel, il fait en sorte que le pays soit plus valorisé culturellement, encore mieux. Mais je suis dans un secteur où, pour le moment, c'est pas facile de s'en sortir au pays. Il a fallu que je vienne ici pour apprendre plus de la moitié de ce que je sais sur ce secteur. Bah, c'est le secteur de la bande dessinée, les histoires, tout ça. Mm. Donc, bah, comme tout est encore à faire, apprendre, c'est aussi à faire dans ce pays. Je me Mm. rappelle d'un truc, bah, je voulais dessiner des mangas depuis que j'ai 10 ans. Et c'est seulement quand j'ai eu 19 ou 20 ans que j'ai appris c'est quoi l'ancrage, c'est-à-dire passer l'encre sur le dessin, en fait. Ça, c'est parce que, bah, même si tu as Internet, tu sais pas forcément où chercher, tu sais pas forcément que tu peux chercher dans un tel endroit, tu vois. Mm. Et ce n'est qu'en rencontrant quelqu'un qui, justement, avait une expérience proche de celle des Français que j'ai commencé par apprendre plus de choses dans le manga, en fait. Ok. Mais maintenant pour en revenir sur le manga, toi genre t'as connu les mangas à 10 ans par quelle œuvre? Tiens, par quelle œuvre? On va commencer par ça. Dragon Euh, Ball ou je sais pas. c'est sûr que j'ai dû suivre Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Ah, Yu-Gi-Oh! Hamtaro, tout ça, tout ça. Mais je crois que ma première vraie expérience avec les mangas, c'était Inuyasha. Et c'était en manga, vraiment, manga papier. Je pense que je peux pas oublier ce moment-là. J'ai touché pour la première fois, une grande sœur à moi. Elle me dit non, c'est pas dans ce sens-là que ça se lit. Et je commence, tout est différent, en fait, de ce que tu as l'habitude de lire. Ah, vraiment, à ce moment-là, j'ai senti que ce que je touchais était différent, que c'était particulier. Ok, bah, tiens, tu peux juste dire un peu c'est quoi le topo, même pas en,
en 2-3 minutes ou même en 1 minute, il te fait du manga bah, justement, que ta grande sœur, elle t'avait présenté le sens de lecture. Alors, Inuyasha, c'est un manga de Rumiko Takahashi. Elle est très connue dans les années 90 pour avoir fait quoi? Ranma, Demi, Juliette, Je t'aime, La Mue, ou même très récemment Rinne. C'est un manga qui parle d'un mi-démon, mi-humain. Il s'appelle ça un Mhm. Hanyo, qui s'appelle Inuyasha, qui a été piégé il y a près d'une centaine d'années dans un arbre. Et une humaine du temps présent, elle tombe dans un puits et ce puits la ramène à l'époque Sengoku, bref, l'époque féodale du Japon. Et donc elle se retrouve à être la réincarnation de cette prêtresse qui avait piégé le Inuyasha. Et comme elle est sa réincarnation, en fait, elle a pu le libérer de son sceau. Et les deux vont se rendre compte que l'ancienne prêtresse a protégé une perle mystique. Et cette perle, en fait, juste un fragment de cette perle rend un démon super puissant. Donc tous les démons veulent obtenir toute la perle en entier pour décupler leur puissance à l'infini. Et vu que Inuyasha, c'est un moitié démon, moitié humain, lui veut l'obtenir pour devenir complètement démon. Et donc ça va être Ok. une chasse à la perle pour empêcher d'autres démons de s'en servir à des fins maléfiques, en fait. Mais toi, en fait, ça t'a parlé, ce manga, pour le côté qu'il est un peu hybride, un peu métis, moitié démon, moitié humain, ou pour autre chose? Je sais pas, en quelque sorte, en oubliant le fait un peu démoniaque tu vois, Mhm. en oubliant un peu ce côté-là, il y a un peu, tu peux un peu plus s'identifier à lui parce que tu vois, il est pas totalement une race. Tu vois. Je C'est vois, je pour vois. ça ou genre c'est un peu le scénario, le script, etc., etc. Mais c'est un peu joué ça, non? C'est sûr que ça a dû jouer parce que, Mhm. bon, je pense que tout le monde a remarqué que c'est souvent les plus petits qui ont tendance à être les plus directs. Quand on a un bas âge, c'est là où ce genre de discrimination est plus forte parce que les enfants marchent pas leurs mots. Ah oui, Ils disent ce totalement. qu'ils pensent du fond du cœur. Donc oui, je pense qu'à Ouais, ce carrément. moment-là, c'est vraiment une période où je me sentais pas forcément être quelqu'un. J'avoue que ça a joué, même si il y a bien sûr le fait que ce soit le premier manga que je touche. Tu sens qu'il y a une réelle différence entre ça et les Schtroumpfs ou bien Spirou, en fait. Rien que le simple Ouais. fait que cette histoire-là, quand tu finis un volume et que tu commences l'autre, le volume 2 c'est la suite directe du volume 1 dans l'intrigue, dans le développement. Le blanc et noir, la façon de découper les cases, le format, tout était nouveau. Donc, Ouais. ça a joué, mais je pense que tout le reste aussi a joué. Ah, ouais. Totalement. Bah, après, les mangas, quand même, c'est un bijou, c'est un bijou. Ah, Mais c'est tiens, merveilleux. juste par rapport au manga, justement, vu que toi, t'es aussi japonais, Mhm. t'es béninois et japonais, est-ce que, genre, toi, quand t'es venu en France, t'avais quand même aussi un peu songé au fait quand tu t'es documenté au manga, tu vois, t'as sûrement dû savoir pour ce qui est du Jump, de la Shueisha, comment ça se Oui, oui, passait, oui. l'édition et tout. Est-ce que, genre, tu t'es dit, tiens, j'ai de la famille au Japon, pourquoi pas aller au Japon et méditer au Japon, tiens, faire des mangas au Japon. Ça peut être une Euh, option, tu vois. Mais J'avoue, tu j'y ai l'as pas pensé. choisi. J'y ai Tu y as pensé. pensé. C'est juste que bah, j'y ai pensé trop tard pour avoir un espoir dessus. Je m'explique. Si j'avais pensé plus tôt, j'aurais appelé ma mère, j'aurais demandé, voilà, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux faire? Sauf que à l'époque où j'y ai pensé, quoi, je devais avoir 15, 16, 17 ans. Donc, j'avais regardé Bakuman, mais en plus de ça, je m'étais un peu renseigné sur les mangaka. Et Mhm. je savais déjà que c'était la bataille, c'est une guerre mondiale. Au Japon, c'est une guerre pas possible pour être Ah ouais. édité. Il y a une bagarre, si tu descends trop dans les classements, t'es viré. Il doit y avoir quoi, une dizaine ou une centaine de milliers de personnes qui sont refusées chaque année. Donc pourquoi moi je serais pris? En plus, les Japonais, ils sont un peu... Déjà, Bakuman t'avait appris que bah, au Japon, même en tant que Japonais, c'est ultra compétitif. Il y a des milliers de personnes qui passent leur vie à essayer d'être éditées sans jamais réussir. Et même quand tu es édité, c'est la bagarre juste pour rester dans les charts. Ensuite, bah, le manga, c'est pas un métier bien payé, hein. C'est vraiment de la full passion. C'est l'un des rares métiers où tu ne vis que de passion pure. Genre, être riche, c'est quoi? Ils sont 20 ou 50 ou 100 grands max parmi tous les mangaka du Japon à genre vraiment vivre la vie de, tu sais, la belle vie, acheter une voiture, tout ça, tout ça. Il y a ça, et puis les heures de travail intenables, mais surtout, en fait, bah, je suis moitié japonais. Et donc, au Bénin, on me verra comme un Asiate, mais au Japon, on me verra comme un Renoir.
Et je vais pas dire que les Ah, Japonais sont racistes. C'est pas comme ça que je vois les choses. C'est des gens centrés sur eux-mêmes. Ils ont du mal avec la façon de fonctionner des étrangers, ou simplement, bah, ils sont tellement une, euh, une horloge bien huilée, bien placée, que quand il y a quelqu'un d'autre qui s'intègre dans le système, c'est toujours chiant de devoir tout adapter à cette personne, en fait. Donc, ils ont vraiment beaucoup de mal avec les étrangers. Ils les verront pas. Je n'aurai pas forcément rien qu'à cause de ça, je serai en dernière liste, quoi. Donc, il faudra que je fasse 2, 3, 4 fois plus que tout le monde. Et j'ai même mm. pas commencé avec les bonnes armes. Donc, Donc, clairement, pour toi, t'as même pas voulu essayer. T'as vu, non, c'était trop compliqué, trop bouché. Mais même justement là en France, c'est vrai que maintenant ça c'est un peu moins bouché. Mais le problème aussi, c'est que ici, tu vois, en France, pour faire des mangas, pour être édité, bon, soit t'as la solution auto-édition, tu vois, comme avec les auteurs comme Jigito, tu vois, qui ont un peu bah, qui créent leur manga et qui oui, l'impriment oui. eux-mêmes et tout, ou même avec les systèmes comme Ulule, ils permettent de faire une campagne pour rendre ça en format papier et faire des dizaines de milliers d'exemplaires de leurs œuvres. Ouais. Mais l'édition, tu vois, avec les mes éditions en Kama et tout, genre, j'ai su aussi que c'est quand même compliqué, tu vois. Genre, Bien c'est sûr. vraiment pas évident. Et puis en plus, c'est pas genre un peu comme au Japon, genre, c'est-à-dire que ici, bon, ah, il y a un peu un point commun, c'est que si ça marche pas, ils vont arrêter, tu vois. Mais Ouais. t'as un contrat, tu vois, un contrat de 3 tomes par exemple de ton manga. Et genre, je crois, ouais, il faut quand même qu'il y ait il y ait des ventes de ton manga au fur et à mesure, tu vois. Par exemple, si t'as fait 2 tomes et que le premier tome, il faut que, ouais, il y ait des ventes là-dessus. Comme ça, la maison d'édition, elle continue de te rémunérer pour continuer de faire ton manga. Mais le problème, c'est que, bah, genre, ça peut s'arrêter à tout moment. Et puis après, à la fin du contrat, il faut un peu, j'ai l'impression, il faut tâtonner, tu vois, pour chercher Bien sûr. ailleurs. Et donc, toi, tu veux quand même faire ça en France En vérité, je me suis rapidement rendu compte d'une chose parce qu'en grandissant, en fait, le projet que j'avais en tête de faire un manga, en fait, il a évolué avec mon Hmm. âge. Et c'est comme ça que je suis passé du manga au transmédia. Donc, je me suis rapidement rendu compte d'une chose. Les Japonais, tout comme les Français, ça, je sais pas, mais les Japonais, ils s'imaginent pas, tu viens pas les voir avec un truc genre, je vais faire 80 tomes, je vais faire 50 tomes. Non, non, non. C'est un peu le même délire que les Français. Tu viens avec une histoire qui est déjà finie. Et pour la suite, tu viens avec quelque chose qui peut se finir ou s'arrêter plus ou moins à n'importe quel moment. Faut pas croire que tu vas venir créer le nouveau One Piece. Tu t'arrêtes tout de suite. Donc les Français te disent la même chose. C'est pour ça que tu as le Hmm. contrat des 3 tomes. En fait, en France, c'est bien mieux qu'au Japon. Ça, on n'a pas l'air comme ça, mais c'est bien mieux qu'au Japon dans le sens où, euh, une fois passé la barrière des 3 tomes, tu as plus de 50% de chance de plus jamais entendre il n'y a pas assez de ventes, on s'arrête là. Parce que, vu que ça a continué, la fanbase ça a grandi naturellement. Donc, je crois que quand tu as dépassé les 5 6 tomes, bah, les gens vont juste te suivre simplement, en fait. Il peut y avoir des exceptions. La France te permet justement de dépasser ce cap-là. Et en plus, on te dit 3 tomes. Hmm. 3 tomes, ça équivaut au Japon à quoi? 30 chapitres, presque un an de parution. Je sais pas pour ceux qui savent, mais il y avait un manga qui s'appelait Time Paradox Ghostwriter. Un manga super sympathique qui parle justement de la vie d'un mangaka qui a triché pour être édité. Euh, Ça a été arrêté en Attends, 16 chapitres. ça a été fait par les gars qui ont fait Death Note ou je me trompe? Non, le truc dont je parle, c'est passé au milieu du Covid, je pense. C'était une histoire Ah, sympathique, mais parce que le public a pas trop kiffé, ça a été arrêté en 16 chapitres. C'est-à-dire le gars, il a fait un tome et demi, paf, disparu. ouais. Ah, Donc, je trouve que le milieu japonais est beaucoup plus strict. C'est vrai que hmm. en France, il y a le cheat code secret que je pense qu'entre auteurs, puisque je traîne aussi au Drink and Roll, on sait que Ouais. si tu es connu, si tu es populaire, euh, tu as beaucoup plus de chances de te faire éditer par une maison que si tu l'es pas. Ouais. Mais Bien que après, j'aime bon, pas ça trop reste ce quand même système, je compliqué. comprends. Mais ça Bien reste quand sûr que même ça reste compliqué, tu vois. compliqué. Mais Mais ouais, je me suis rapidement rendu compte que bah c'est pas vraiment la voie qui va m'intéresser. Alors c'est une voie de sécurité, mais c'est pas la voie que je voudrais prendre. Donc c'est clair que je risque de passer dans l'auto-édition et je suis content parce que c'est la France qui m'a montré que ça existait, que c'était possible hmm. et qu'il y a des gens qui, même s'ils roulent pas dans des caisses en or, ils peuvent le faire. De toute façon, je veux devenir mangaka, je m'attendais pas forcément à avoir la vie de luxe, quoi.
Bah, justement, avec ton projet de transfert, tu m'en avais parlé mardi dernier. Est-ce que genre je peux juste Mhm. enfin, tu peux juste plus en parler par rapport à l'univers que tu crées avec le manga que tu comptes faire? Alors, l'univers s'appelle le View-to-verse. J'ai une histoire principale qui s'appelle View and the Adventure. Mhm. C'est un univers, bah, pour ceux qui s'y connaissent plus ou moins world building, bah, j'en ai fait un peu pour que l'univers ait des bases. Et en gros, c'est un univers qui mélange science-fiction, fantasy, mystique, un peu de tout. Le concept, c'était pour que bah, ça soit plus facile, justement, d'avoir d'autres histoires. Donc, du coup, j'ai conçu l'univers de telle sorte à ce que si quelqu'un veut faire une histoire d'horreur, un tranche de vie, de la science-fiction, des voyages spatiaux, que tout puisse se passer. Donc, tout se passe sur une planète que pour le moment j'ai appelée la Terre, qui est dans une autre dimension où il y Mhm. a tout qui est, il y a que trois espèces intelligentes, des rats, les corbeaux et les humans, qui sont plus ou moins les humains, sauf qu'ils ont la taille d'une main. Ils ont à peu près cette hauteur-là. Donc, Ok. je trouvais ça plus intéressant que de mettre les elfes, les orques, qu'on a l'habitude de voir dans tout ce qu'il y a de fantasy. Donc, je les ai remplacés par bah, des animaux qui sont techniquement assez intelligents pour, s'il n'y avait pas l'humain, ou peut-être dans certaines conditions, être une race civilisée. Euh, Ensuite, bah, pourquoi j'ai mis tout le monde à petite taille? Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, bah, en fait, si tu fais une taille plus courte que d'habitude, tout a l'air plus fantastique, en fait. Genre, dans tout ce qu'on Mhm. joue comme jeu vidéo, tu vas voir une créature géante qui ressemble à un tigre, qui essaie d'attaquer les personnages qui se mettent à 3 ou à 4 pour le battre et tout. Bah, en fait, si tu fais la taille d'une souris, n'importe quel chat ressemble à ça, en fait. Un aigle, ça Mhm. ressemble à une créature géante des boss de certains jeux vidéo. Donc j'ai trouvé ça très sympathique de mettre ça en place. Et surtout, bah, j'ai fait en sorte que dans ce monde, il y ait des objets humains qui apparaissent. Donc pour ceux qui ont vu les trucs comme les mini-pousses, Arietti, voilà, vous avez une vague idée de ce qu'on peut faire de n'importe quelle commode, n'importe quelle boîte à bijoux, épingle. J'ai voulu aussi mettre ce truc-là à l'intérieur. Donc, du coup, ça diversifie aussi les possibilités de storytelling. Voilà un peu le concept de l'univers, en gros. Ok. Mais mardi dernier, je crois, tu m'avais parlé aussi que tu voulais que l'univers ce soit sur le graffiti ou un truc comme ça, ou je me trompe? Euh, je voulais juste que l'univers puisse s'étendre dans tous les sens. J'ai aucune limite à tout ce que le transmédia peut apporter à mon univers et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire bac à sable. Si j'essaie d'intégrer tout ce qui peut être Ok. possible de faire. Voilà. Bac Ouais, à sable, ça suppose que tu, tu veux faire ce que tu veux dedans. Il n'y a pas de souci. Il y a que quelques deux, trois limites, comme par exemple dire que la Terre a subi une apocalypse nucléaire, quoi. Ça risque d'être compliqué Ah pour ouais, les autres histoires. effectivement, ça va être compliqué, quoi. Mhm. Ouais. Vu que, ouais, ça pouvait être vachement cool de faire ça, vu que tu voulais même carrément créer une bande son avec ton univers, faire Oui, des salons assez spéciaux avec le thème de ton univers. c'est Bah un là, peu ça. justement, avec le graffiti, tu voulais aussi que ton œuvre elle soit parfois retranscrite sous format graffiti. C'est ça, non? C'est un Ou je me peu trompe? ça, oui. En fait, Ouais, tu je voulais voudrais vraiment que, étendre, quoi. voilà, vrai, c'est vraiment genre, je veux pas rester que sur les mangas. D'ailleurs, j'ai eu quelques créateurs de novels qui ont bien voulu s'accorder à créer une histoire dans l'univers là, parce que l'univers bah, on peut un peu quasiment un peu tout faire dedans. J'ai eu Ah, aussi c'est vachement quelques cool. auteurs de BD ou de manga qui sont d'accord pour faire une histoire dans cet univers. Des fois, on est à deux et voilà, je dis, on peut faire ça, ça, ça va coller avec mon histoire principale. Du coup, ça fait Hmm. des interconnexions et ça, c'est encore plus sympathique pour les fans. Ou il y en a d'autres qui créent des histoires complètement indépendantes et puis je dis, bon, on peut les placer à cette époque-là ou on peut la placer dans ce pays-là. Après, je me Hmm. suis rendu compte que bah, dans ce sens, on peut à peu près tout faire en fait. On peut faire des romans, Ah ouais. on peut faire de la musique, on peut faire des mini-jeux. Puisque j'avais vu une BD française là, euh, là où il y avait un tueur en série, mais enfin un tueur à gages. Mais dans le Hmm. site internet de la BD, en fait, ils ont des mini-jeux, un mini-jeu un peu comme le truc du tyrannosaure de Google là. Ah ouais, je vois. Donc, quand j'ai vu qu'ils avaient mis ça à la couleur de leur BD, je me suis dit, mais en fait, on peut quasiment tout faire tant qu'on a un univers qui est installé.
Et c'est un peu ce que je veux mettre en place. Ah bah franchement mec, c'est vachement cool hein, vu que là en fait vraiment typiquement un mec, je sais pas de qui tu tiens ça, peut-être des parents tiens, ou je sais pas peut-être un peu je sais pas le milieu dans lequel t'as grandi, mais mec tu vois vraiment large en fait, c'est ça qui est cool tu vois. Tu te dis pas juste tu fais un manga sur ce thème-là tu vois avec un univers comme ça, après tu te restreins ça, non tu vois déjà un peu toutes les possibilités, tu vois l'étendue en fait, c'est ça qui est vraiment cool tu vois. Mais je sais pas, genre tu penses tenir ça de quelqu'un ou genre c'est à force de d'étudier un peu le marché du manga ou Alors, je dois avouer que je pense pas que je tienne ça de quelqu'un en particulier. Je connais mon père, je connais un peu bien ma mère. C'est des gens un peu roublards, un peu vicieux. Mais je sais ah, pas si mon père avait des ambitions démesurées. Je ne pense pas. J'ai souvent été quelqu'un d'utopiste. Ça, je sais que c'est à la fois une qualité et un gros défaut. Je vois toujours grand les yeux. Quand j'étais petit et que je connaissais pas encore JoJo's Bizarre Adventure ou oh comment s'appelle ce manga là? Inspecteur Spectre Kochikame. Gadget ah non Ou- c'est un autre truc. Ouais, Kochikame c'est pas super connu. C'est un manga qui a fait 200 tomes, comme Golgo 13. Comme Ah oui, ouais. c'est des mangas qui ont fait 200 tomes. Donc à l'époque où je connaissais pas ces mangas, mon rêve c'était un manga qui dépasse les 100 tomes. Je voyais toujours en Ah ouais. grand. Moi, j'ai pas souvent l'habitude de voir les choses en petit. Après, je vois des réalités bien sombres. Hein. Je peux être réaliste et me dire, voilà, ça risque pas de marcher. Le marché français, il est sursaturé. Les gens regardent que les mangas japonais. Comment tu vas les attirer? Et en même temps, voilà, j'ai à côté de ça toujours cette ambition de vouloir faire les choses en grand, de jamais en voir petit. Un peu comme le dicton qui dit que, voilà, essaie de toucher la lune. Si tu n'y arriveras pas, au moins tu seras dans les étoiles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que justement là ce côté-là que tu puisses être aussi ambitieux et ne pas être là, tu vois, typiquement avoir juste une part du gâteau, mais tu vois tout l'ensemble du gâteau, c'est ça qui va te permettre de soit d'être proche de ton objectif, soit d'avoir accompli une, une des parties de ton objectif, par exemple pour ce qui est du transmédia, d'avoir au moins, ça c'est l'étape, franchement, c'est pour ça qu'il faut faire étape par étape, et ça c'est l'étape vraiment de base, au moins t'auras au moins réussi à, bah au moins établir le truc, genre avoir fait une œuvre par rapport à ça, tu vois. Oui, bien C'est sûr. ça qui est cool, c'est pour ça que genre, ouais, c'est vraiment ça l'optique, c'est vraiment ça l'optimal, c'est de ne pas être là à juste là, tu vois, à voir juste petit, à se dire ouais, je vais juste faire une œuvre. Non, tu vois déjà plus large. Après, bon, bien sûr, il faut arriver à maîtriser la chose. Et oui, comme tu l'as dit, il faut aussi être un peu réaliste. Par exemple, là, tu l'as dit avant, t'attends pas, bon, même si c'est peut-être possible, on sait jamais, mais t'attends pas à faire un truc comme One Piece, tu vois, à créer un aussi grand engouement que One Piece. Mais après, ça, c'est possible, tu vois. Mais voilà. Disons que ça va être l'objectif en fait. Jusqu'à il y a quelques mois, quand je dis moi, c'est vraiment juste à côté là, je disais toujours que mon rêve c'était battre Oda, Stanley et Riot Games. Parce que ce Mhm. sont les trois qui ont fait les univers les plus grands. Je compte pas forcément Star Wars à l'intérieur parce que Star Wars a été très compliqué à mettre en place, ça bouge toujours à gauche, à droite. Mais je trouve que ces trois gars-là, c'est des gens qui ont réussi à mettre en place un univers qui est connu, qui est stable, qui s'étend chaque fois. Et c'est Ouais, un peu ce que je totalement. veux faire. Donc, je veux Ouais, pouvoir rejoindre ces individus-là et, dans la mesure du possible, les battre dans leur domaine de prédilection. ah, mais totalement, ça c'est ça mec, moi je te dis il faut viser des trucs de ouf comme ça, tu vois, comme ça t'as du peps et genre ça te permettra de d'atteindre tes objectifs, tu vois, au fond. Même si t'en as genre quand ils vont entendre ça, j'en suis sûr t'en as ils vont se dire mais c'est qui c'est un ouf lui, il dit ça genre comme si c'était facile et tout, mais en vrai mec c'est ça la clé. Genre il faut viser très grand comme ça, bon au pire tu descends juste un peu en bas, tu vois. Tu vas pas viser Mhm. petit, et si tu descends en bas, bah, c'est rien, tu vois. C'est En ça qui effet. peut arriver, tu vois. Mais, maintenant, pour ce qui est ouais, même pour ce qui est du manga, tiens, vu qu'on parle du fait que tu voyais pas d'opportunité à le faire, pas de possibilité de le faire au Bénin. Tu vois toujours pas Mhm. de possibilité d'en faire au Bénin, vu que, à ce que j'ai su, je crois,
peut-être pas en Afrique, mais aux Antilles, je crois, il y a une artiste qui a fait un manga là-bas, ou un truc Non, comme en ça, tu fait, vois. il y a des œuvres en Afrique déjà, hein. Hmm. Par exemple, quand on prend la légende de Koryodan, enfin, l'héritage de Koryodan, Orion, c'est camerounais, c'est un jeu vidéo, et il y a une bande dessinée dessus. Il y a eu Hmm. plein de BD au Bénin même. Il y a un Ivoirien qui est très connu dans la sous-région, Nandi Diabaté. Il a fait une petite BD drôle sur des collégiens qui se prennent pour Naruto. Non, en fait, le truc se développe. Et en plus, je vais même pas parler de... Je connais quelqu'un qui s'appelle JD, je pense que tu le connais aussi. Ouais, Bah, ouais, il nous a ouais. montré à plusieurs reprises les mangas des Éthiopiens, des Nigériens, enfin, les bandes dessinées, les comics des Éthiopiens, des Nigériens, les Ghanéens, les Sud-Africains. Donc le secteur se développe là-bas. Euh, je dis pas que c'est pas possible de réussir, puisque moi-même j'ai essayé de faire une sorte de magazine façon Shonen Jump au Bénin avec des auteurs béninois. Je l'ai mis en ligne, totalement disponible gratuitement et tout. Ah, Et franchement, mec, bah, juste parenthèse, bah, tu m'auras le lien, comme ça, je mettrai ça en description, comme ça, les gens pourront voir, quoi, tu vois. Donc, c'est ouais, vachement y a pas de intéressant, souci. tu vois. Donc, t'as vraiment fait un magazine avec des auteurs béninois, ça, c'est cool. Ouais, franchement, j'ai voulu pousser le truc. Hmm. Ça se passe plutôt bien. On est plutôt connu par les dessinateurs de la sous-région. Après, je sais pas si on est connu par le grand public. Ça, c'est une question de marketing. Ben, je me rends juste compte d'une chose. Au début, tu penses que il faut être le plus fort en dessin, il faut écrire le scénario le plus fou, et ça va passer, mais c'est pas vraiment le cas. Tant que ce que tu fais est lisible, un poil cohérent, et que ça tienne sur la longueur, c'est bon. Lisible et Hmm. cohérent, ça, tout le monde peut le faire à partir d'un peu de technique de niveau. Maintenant, c'est tenir sur la longueur qui est un problème. Et tout ça, Oui, c'est pas vraiment effectivement. du monde du manga, c'est pas le manga qui est problématique, c'est le marketing. C'est pour ça que je suis passé au transmédia. Tu peux toucher Hmm. plus facilement plus de monde quand tu touches différents médias. Et je réfléchis même déjà à contacter justement des gens d'autres pays, d'autres régions, pour qu'on puisse travailler tous dans le même univers. Voilà. Et on a juste à centraliser quelques trucs. Comme ça, C'est sûr. chacun touche un peu une partie de sa région. Et avec les univers qui se connectent, avec les histoires qui se connectent, tout le monde peut goûter, on va dire, au melting pot de tous ces pays, de toutes ces têtes pensantes. C'est pas ce que tu avais dit justement mardi dernier avec le concept que tu avais dit sur le site. Tu voulais faire un hébergeur de site pour faire en sorte que on puisse lire des mangas dans toutes les langues ou je me trompe? Un truc comme ça. Alors l'idée ressemble un peu à ça, parce que des sites où on peut lire des Mhm. mangas dans différentes langues, il y en a. C'est ce que Jump Plus Ouais. fait d'ailleurs. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 langues. Mais Mhm. disons que bah, pour les mangakas français, les auto-édités, je me demandais si on pouvait pas exporter leurs œuvres et leur permettre Ah, du coup, voilà, de gagner des sous sans forcément avoir à produire de nouveaux chapitres. Mais le plus gros travail, c'est vraiment de trouver un traducteur et de suivre les sites des autres pays. Donc, mhm. si les deux étapes se passent bien, normalement, voilà, on dépose le manga sur un site d'un autre pays. Je sais pas, je prends l'Espagne et tout. On met le manga en espagnol et on le met juste en version payante. Ou on met quelques chapitres en version payante. Comme ça, bah, l'auteur, qui a déjà fait son manga il y a quelques années, il continue par se faire du revenu dessus. Franchement, mec, mais t'as vraiment des idées de ouf, hein, en vrai. Les idées, ça manque Moi, pas, hein. Les idées, ça manque pas. bah, mec, moi, je te garantis que t'es l'une des rares personnes que j'ai pu côtoyer enfin, que j'ai pu croiser dans ma vie, qui, genre, arrivait à avoir des idées un peu qui sortaient du turfu, tu vois. Mais quand même, tes idées, c'est pas, moi, je te dis, hein, mec, moi, je te dis, hein, vraiment, t'as des idées, genre, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, t'arrives à aller aussi loin que ça, tu vois. À te dire, ouais, je vais faire un magazine pour faire en sorte que les sous-régions qui sont au Bénin puissent se cultiver, puissent voir un peu comment ce qui se passe au niveau des auteurs de BD là-bas au pays. Tu as une idée voilà, de ce que tu viens de dire, de faire en sorte que D'exporter les les auteurs, mangakas français. ouais, voilà, mangaka français pour éviter que ce soit trop la dèche pour eux, tu vois. Ou même ton idée de transmédia, mais mec, mais c'est un truc de malade, tu vois. Genre, même carrément, je me dis, ouais, t'as un peu la fibre d'un entrepreneur, c'est comment, tu vois. Donc, c'est pas donné pour tout le monde, tu vois. Même si tu dis les idées sont partout, c'est vrai, vu que moi-même je le vois. Même typiquement, tu vois, un truc tout con, mais
là, récemment, enfin, il y a 7 mois, j'avais fait un manga sur le graffiti. Mais Mhm. tu sais que j'ai remarqué un truc, c'est que les mangas sur le graffiti, mais il y en a, je crois, il y en a qu'un seul. Même maintenant, je crois, il y en a deux avec le mien. Mais il y en a trop peu, tu vois. Mhm, mhm. Et sauf il y avait des trucs à faire là-dessus, tu vois. Bien Et sûr. tu, et même, je me suis dit, tiens, bah, avec le graffiti, ça se fait où? Ça se fait souvent dans la rue, dans les banlieues. Et puis voilà, je fais un truc comme ça. Je me dis, la banlieue, bah, quel serait le nom le plus intéressant à donner? Bah, le zoo, parce que voilà, une banlieue, souvent, c'est un peu, tu vois, c'est un peu terre, c'est un peu, ça part dans tous les sens. Donc, tu pourras pas appeler ça le Bien sûr, zoo, tu vois. Je me je vois le dis, délire. ouais, bah, faire un graffiti, bah, c'est un gros mur blanc. Les idées sont partout, tu vois. Même là, cette Mhm. idée de podcast de partager l'expérience et faire en sorte que les gens puissent un peu écouter la vie des autres et puissent comprendre un peu comment ça peut se passer pour des gens, tu vois, comme nous, qui sont nés en France. Mais certes, toi, t'es né en France, t'as grandi ailleurs, mais t'es revenu en France et donc t'as quand même une certaine attache. Et tu vois qui même au niveau de leur culture, c'est un peu compliqué. Même toi, c'est quand même c'est un exploit de voir que quand même t'es béninois japonais, t'as pas t'as pas tu t'es pas perdu en cours de route, tu vois, au niveau de tes Mhm. cultures. La France, bah t'es né en France, mais tu sais que t'es né en France, tu vois, quand même. Mhm. Euh, Mhm. voilà, tu t'es pas perdu et tout. Ouais, tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois. Donc, voilà, tu vois, les idées, pour revenir sur les idées, ouais, c'est partout, mais pas tout le monde arrive tu À vois, concrétiser à ou à penser dire des trucs large, qui ont l'air concrets. Mhm. au moins penser large, tu vois. Mais concrétiser, c'est vrai que penser large, c'est bien, tu vois, mais concrétiser, toi-même, tu le sais que c'est un peu compliqué, tu vois. Surtout quand t'as plein d'idées, bah, tu pars dans tous les sens parfois, tu te disperses et même, bah, après, ça t'arrive d'abandonner une idée que tu étais en train de faire, tu vois. Même là, Ouais, cette idée de ouais. podcast, même si c'est pas la mienne, tu vois, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Cette idée-là que des gens, tu vois, comme nous parlent et partagent leur expérience. Moi, j'ai quand même fait en sorte que c'est un podcast. Mais, tu vois, si je pensais à d'autres trucs aussi qui me venaient en tête en cours de route, je l'aurais pas lancé, tu vois. Je C'est ça le comprends tout truc. à fait, ouais. Mm. C'est ça qui est cool. Mais maintenant, là j'aimerais revenir sur là maintenant, ça va faire 3 ans que tu es en France. Mais Mhm. genre en France, comment c'est en fait du coup? Comment t'as senti un peu le climat ici? Donc t'as quand même fait beaucoup de ta vie au pays, enfin au Bénin. Là t'es en France, il y a quand même eu des trucs que t'as pu remarquer, genre au niveau des gens. Les gens au pays ils sont plus ouverts qu'en France, ou je sais pas, il y a un climat qui est un peu plus anxieux ici et tout. Ouais, Essaye de nous il y a des expliquer. différences. Ok, il y a de grosses différences. Le premier truc Vas-y. qui m'a surpris, c'est on a de gros a priori sur les Français et ils sont faux. Alors, habituellement, les Français ont cette idée, enfin, avaient, il y a quelques dizaines d'années, enfin, il y a quelques dizaines d'années, que les Africains vivaient dans les arbres. Inversement, pour nous, les Ah, Africains, tout ce qu'on entreprenait, on se c'est disait chaud. toujours, ouais, mais en Occident, c'est forcément mieux. En Occident, ils sont forcément plus organisés, ils viennent à l'heure, ouais, ils sont respectueux, ils s'habillent bien. Hormis pour Au Congo l'habillage, aussi, ils pensent à ça. ouais, Partout en Afrique, je sais pas pourquoi les pays africains francophones, ils pensent à ça, je sais pas pourquoi. ouais, Vas-y. on s'imaginait des délires, mais hormis Mm, peut-être l'habillement, parce que ça dépend encore des gens, tout le reste est mm. faux. Je crois, j'ai vu plus de gens me demander des sous parce qu'ils avaient des soucis en France qu'au pays. Genre, 2 fois par Ah, jour. carrément? Parce que, ouais, ouais, carrément. Genre, il y a des zones spécifiques au pays où tu trouves on va dire des personnes en situation difficile. Mais en Mm. France, dans tous les métros, et à peu près à toutes les heures, je pense que tu peux croiser au moins une fois une personne par jour si tu sors pour aller au boulot ou à l'école et que tu rentres le soir. Il y a des coins où c'est incontournable, mais sinon, la plupart du temps, je suis dans le métro 1 et le RER A. C'est techniquement le coin qui passe au milieu de Paris. Si tu te dis, ouais, c'est Paris, c'est la jolie ville, techniquement, tu devrais pas voir ça que nenni. En fait, tiens, voilà. Donc, il y a cette réalité-là qui est bien présente, qui te montre que bah, la pauvreté, ça n'existe pas que dans un seul coin du monde. C'est pas, faut pas croire ça. Mm. Ensuite, les retards, ça existe en France et c'est même des fois beaucoup plus qu'au Bénin. Même si c'est vrai qu'au Bénin, on a souvent la culture du retard parce qu'on veut arriver en dernier lieu pour les fêtes, que ce soit Ah là là. l'organisation, le comportement humain, la jalousie, la façon d'être hypocrite, même les techniques de drague, en fait, des fois, tu te rends compte que non, c'est pas juste une question de béninois, non. Mm. On se ressemble un peu plus que ça sur ces points-là.
Après, les transports en commun, c'est sympa, mais je pense que ça vaudra jamais les motos du pays. Personnellement, pour moi, j'ai un kiff dessus. Tu te déplaces pas cher et le type te dépose juste devant chez toi. Après, le code de la route, c'est comme ci, comme ça. Ah ouais, ouais, Mais c'est comme ça, certains ouais, Français, vois. Vu que moi-même, tu certains vois, Français diraient la même je comprends. chose. Certains Français diraient la même chose de la France, en fait. Ouais, les Mm. gens conduisent n'importe comment sur les routes. Ah, du coup, c'est global aussi. La bouffe ici, que je trouve, hormis les bouffes hein, de d'autres pays, je trouve que c'est peut-être un peu limité. J'ai l'impression que la bouffe française, la vraie bouffe française de France, tu la goûtes que quand tu vas t'asseoir dans un restaurant où tu vas sentir que ta poche, elle est pas faite pour ce restaurant-là. Mais au pays, la bouffe, elle est trop affordable, quoi. Vraiment, tu as une diversité culinaire. C'est que quand j'ai quitté le pays que je me suis rendu compte, mais en vrai, on a plein de trucs. Et ça m'a Eh aidé parce oui! que voilà, c'est en quittant chez toi, c'est en allant ailleurs que tu peux faire une comparaison réelle. Au début, tu n'as que la télé. Et la télé te vend du rêve, elle te fait croire que ouais, en Mm. France, c'est génial et tout. Mais non, 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 non. Il fait froid ici et ça Très va froid 5 minutes, ici. mais je préfère quand même quand je sais que s'il fait pas chaud, il pleut. Au moins dans ta tête, c'est carré, quoi. Y a rien de... Bah, ici en France, tu peux prendre 2 manteaux le matin, tu vas devoir rester en t-shirt à midi, tu vas devoir prendre 3 manteaux le soir parce que la température, elle part. Ah, c'est réel ce que tu dis. Mais en même temps, vu que ici c'est, peu importe ce qu'on peut dire, que peu importe comment on voit les choses, c'est un carrefour. Il y a plein de nationalités ici. Tu vois des Indo-Pakistanais, tu vois des Nord-Africains, ce qu'on appelle les rebeux, tu vois des Ouest-Africains, tu vois des gens, tu te dis, bon, celui-là, voilà, il parle français, mais non, en fait, il y a des Asiatiques aussi, donc il y a un peu de tout. Et toi, ça te permet Mm. de t'ouvrir culturellement, ça te permet de te rendre compte que le monde, c'est pas que le petit pays. Ça ouvre ton esprit, ça ouvre tes opportunités, ça ouvre tes possibilités. Ton ensemble des possibles grandit parce que tu sais plus de choses, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on n'est pas prêt à voir tout de suite au pays. Ah oui, la dernière chose que ça m'a permis de voir, c'est vraiment un concept qui est pas facile à avoir, le patriotisme. C'est un autre point commun qu'on a en Afrique de l'Ouest. Ça dépend des pays. Mais au Bénin, en tout cas, on est comme les Français. On n'aime pas le pays. Il y a toujours une raison de se plaindre du pays, du président, du prix de l'essence, du prix du pain. La bouffe est trop chère. Il n'y a pas assez de salaire. On se plaint des mêmes choses dans les deux pays. Mm. Euh, Certaines personnes ont plus raison que d'autres, mais ça restera c'est au cas par cas. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le cas dans d'autres pays. D'autres pays sont très fiers d'eux-mêmes. Et FC Algérie avec le drapeau algérien, par exemple. Ah ouais, alors là, et même le Maroc, c'est un truc Ouais, de ouais, fou. même le La Maroc. Coupe du Monde, là, c'était un truc de malade. Carrément, Je te le confirme. carrément, France-Maroc. Ils sifflaient à chaque fois que la France, elle avait le ballon. C'était un truc de fou, tu vois. Et ils étaient vraiment Mhm. patriotes et tout, genre, ils étaient vraiment, tu vois, ils étaient vraiment ensemble et tout, alors que, tu vois, il y a pas tout le temps le cas pour, tu vois, le Oui, bien Bénin, la sûr. France et tout. Alors, il y a des gens qui sont fiers d'être français, qui sont fiers de la France, mais malheureusement, Totalement. c'est pas une généralité. C'est pas une généralité, même Mhm. parmi les Français eux-mêmes. Totalement. C'est drôle. Et je me rends compte que, en fait, ça a un impact sur comment le pays est vu dans le reste du monde. Ça a un impact sur le développement même du pays. Et c'est ce qui m'a poussé à, je pense que, par exemple, le président de notre pays, le nouveau président, là, il s'appelle Patrice Talon, quand il a fait des choses, quand les gens commençaient à avoir un peu plus confiance en leur pays, ce genre de choses, ça m'a rendu plus patriote moi-même, je l'avoue. Et je suis assez content que ce soit en quittant mon pays, en venant en France, que j'ai réalisé ça. Ah, Ouais, les là, on Français voit sont que. moins racistes que ce que j'imaginais. Ah, ah bon? Ouais, ouais. J'imaginais ça pire. Ah, ça, c'est J'imaginais ça intéressant, pire. ça. J'imaginais ça pire. Je pense que peut-être dans les écoles, ça aurait pu être pire, mais ça va. Dans le monde du travail, ça allait. Ça va. Ah, Peut-être parce que je suis pas assez ça, c'est. Renault. Ah bon, tu penses que c'est parce que t'es passé le Renault? Ouais, comme je l'ai dit, en fait, il y a une échelle du racisme dans la tête des gens. Ils se disent un Asiate, c'est un bon esclave pour le boulot. C'est un peu comme les Chinois et les Japonais. Il va rester là à 6 heures, il va rentrer à 18 heures. Vas-y, lui, tu le prends, tu vois. Carrément.
Ça, c'est intéressant à savoir. Mais même, d'ailleurs, pour ce qui est du boulot, genre, est-ce que dans une moindre mesure, le monde du travail, ça t'a permis de te rapprocher de tes cultures ou... Oh, le truc qui m'a le plus permis de me rapprocher du Japon, c'est les animés. C'est, Clairement. Parce que c'est même pas ma mère, aucun effort dessus. C'est, disons qu'elle voit un peu elle s'en fout un peu de ce genre de détails-là, je pense. Bon, après, vu que j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle, je saurais pas avec exactitude comment ça fonctionne avec elle, mais j'ai pas appris grand-chose du Japon de ma mère. J'ai plus appris des choses par rapport aux animés, par rapport à la culture Jap, parce que bah, j'étais fan de ça depuis que je suis petit. Et heureusement, je suis tombé dans un pays qui est encore plus fan de ça. Ça, c'est un avantage quand tu veux devenir mangaka. Au moins, tu as des cibles là. Mm. Mais non, c'est le monde du travail. Il m'a juste permis d'être un peu plus patriote parce que c'est là où il y a le racisme enfin, banalisé. C'est-à-dire, il y a les petites blagues, les trucs qu'on essaie de faire passer pour de l'humour standard. Mais en fait, voilà, c'est des petites piques. Et donc forcément, ça me pousse à être moi-même plus centré sur mon pays. D'autres personnes, en fait, ça les aurait poussés à juste détester leur propre pays pour s'intégrer. Mais non. Bon, bah là, on va entamer, je pense, les dernières parties. Mais justement, toi, ça, Mhm. c'est une question. Si tu avais grandi en France, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même développement? Genre, tu serais arrivé à ce même stade-là, tu aurais pu avoir des visions larges ou même tu aurais pu goûter, enfin, t'aurais pu avoir la même passion pour le manga que là maintenant. En fait, c'est probablement le seul secteur où j'ai des regrets. Si j'avais grandi en France, tout ce qui aurait concerné ma culture manga, il serait plus haut. J'aurais probablement eu plus d'accès à tous les mangas parce qu'il y a les bibliothèques qui sont tout plein là, il y a les librairies, tu peux aller lire en librairie, il y a les animés, il y a Internet qui était plus simple. J'aurais facilement appris parce que j'aurais été là quand le manga français il serait né. Les livres, comment dessiner un manga, tout ça, ça aurait été plus accessible. Je pense que j'aurais pu avoir un meilleur niveau. Je pense que j'aurais pu avoir un meilleur niveau, que j'aurais pu avoir un peu plus confiance en moi. Niveau manga, j'aurais peut-être eu la même ambition, mais je sais pas. Peut-être que mon niveau de vie, peut-être que me comparer aux autres pays, ça aurait pas été suffisant pour que j'aie l'ambition. Mais je sais que si j'aimais le manga, je serais probablement à un meilleur niveau. C'est le seul truc que je peux regretter. Pour tout le reste, j'aurais préféré être au pays. Hmm. Ok, ça c'est intéressant de savoir. Donc tu penses quand même que même si tu serais né en France, enfin pas né en France, qu'est-ce que je raconte, je suis un ouf. Si tu aurais grandi en France, tu aurais eu à peu près le même développement, et même quoique au niveau du manga, ça aurait pu être meilleur même, tu vois. Ouais. Bon, après, je suis dans le deuxième pays plus fan de manga au monde après le Japon. Donc, voilà, quoi. C'était Hmm. plus simple. Hmm. Mais là c'est pour savoir au pays. Mais en voyant ta tête, avoue que t'avais la côte. J'étais un nerd, un vrai Ah, t'étais geek. un nerd, t'es un Ouais. vrai geek, même au niveau des gens, carrément, peut-être pas au niveau des femmes, mais au niveau des gens, Ah ouais, bah, c'était, je te rappelle qu'à l'époque, avant que les mangas ça explose grâce à Attaque des Titans et Netflix, Mhm. bah, être fan de manga à l'époque, c'était être un nerd, c'était être le mec chelou qui regardait des dessins animés pour enfants. Donc oui, j'ai été dans cette époque-là longtemps. En plus, j'étais plus jeune que ma promotion. Donc ça a pas joué. Mhm. J'avais toujours l'air un peu de côté. C'est pour ça que je dis que quand il y avait des sortes de discrimination ou autre, c'était pas forcément à cause de ma couleur de peau, c'était plus à cause de mon mental. J'avais toujours l'air d'être quelqu'un de bizarre. Et il m'a fallu du temps avant d'assumer ça. Donc oui, peut-être que j'avais la côte, mais que je voyais pas. Et Ok. c'est quoi, probablement jusqu'à mes 19 ans que j'ai commencé par réaliser que non, en fait, voilà. Je suis peut-être plus attirant, faut peut-être que je gagne de la confiance en moi, tout ça. Alors, heureusement, avec le D&D, je me suis retrouvé avec des gens un peu plus ouverts d'esprit. Mais sinon, la plupart du temps, je me rends compte que certaines de mes actions, certaines de mes réactions, certaines de mes façons d'aborder certains sujets, c'était juste vu comme brusque. Euh, Mhm. donc j'ai eu un peu de mal. Même dans l'école internationale, en fait, disons, j'ai pas réussi à forcément créer de liens forts, mais je pense que ça c'était parce que j'étais tout nouveau en France. Donc j'avais un peu de mal à prendre mes repères. Et surtout, bah, le Covid, il a frappé au beau milieu de l'année. Donc ça fait moins de temps pour sociabiliser, voilà.
Je vais dire que le mélange de tout ça fait que bah, j'ai eu du mal à sociabiliser à cause du Covid, à cause du fait que je venais d'arriver récemment en France. J'avais pas eu le temps de prendre mes marques. C'est beaucoup plus simple pour moi, en tout cas, de socialiser avec les Africains. J'ai pas encore eu le temps de complètement choper le truc, la Mhm. façon de parler, de commencer une communication, de commencer une relation avec un Français. Mais grâce Mhm. au D&D, je trouve que les choses s'améliorent un peu. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Après, j'ai pas encore tenté avec d'autres groupes de personnes, c'est-à-dire me lever, aller quelque part de complètement différent où je connais quasiment personne et réussir à me faire des amis, c'est pas encore venu. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Bah, en vrai, tu vois, pour ce qui est d'aller voir les autres groupes, moi, je pense pas que c'est l'optimal de se dire ouais, je vais sortir juste pour aller voir des gens, tu vois. Genre, je me dis une journée, je fais que ça, tu vois. Non, tu fais ça genre si t'as le temps, tu fais ça en cours de route, tu vois. T'essayes, Oui, tu bien tentes, sûr, en passant. t'expérimentes, mais il faut pas se focus trop là-dessus. Et puis en plus, comme tu l'as dit au DND, tu vois, genre c'est un bon endroit pour déjà un peu mieux socialiser, vu que aussi c'est un peu, tu vois, des lieux comme ça où genre voilà, les gens sont plus ouverts, tu vois. C'est un peu ça Ouais, aussi ouais. le truc en France, c'est que moi-même, tu vois, à titre personnel, moi je suis un gars qui est vachement et qui est pas mal sociable, tu vois. Et genre j'avais beaucoup plus de facilité avec ceux au pays, genre au Congo, Brazza, que que les Français, tu vois. Genre à Brazza, ils sont plus ouverts, tu vois. Genre j'aime bien dire ça, mais dis-toi que le coiffeur qui me coiffait au pays dans le salon de coiffure. Genre, mec, ça se checkait, ça se disait, oh mon grand, oh mon frère, ça se passe comment? Tu vois, c'était un truc de fou, tu vois. Genre, on était quand même pas mal confidents. Alors que ici, en France, c'est quand même compliqué d'être confident et tu vois, d'être là à l'aise, trop à l'aise, tu vois. Il y a quand même un peu une sorte de barrière sociale, tu vois. Mais genre, Ouais, hmm. Mais genre, est-ce que, genre, tes doubles, avec ta double origine, genre, ici en France, ça t'a posé problème ou non? non, je suis venu à la bonne période. La France est Mm. mondialisée. On aime la K-pop, on aime le Japon. Il y a plus d'Africains, donc on est obligé de pas trop les détester. Ça va. En plus, au premier abord, les gens me prennent pour un malgache. Ah, Ça va. c'est vrai que, ouais, Ils y c'est tout. le plus, ouais, c'est le plus, c'est ce qui vient le plus en tête, quoi, en te voyant, je pense. Mhm. Mais bon, là, ça va être la dernière question. Du coup, tu as des plans pour le futur où tu vas continuer de faire ton transmédia, est-ce que tu vois même, t'as même d'autres idées ou genre tu vas rester en France ou tu vas vivre au Bénin ou tu vas vivre au Japon, genre tu te vois comment, genre tu te vois comment dans Alors, 5 ans et tout. dans chaque, alors les Mais c'est perspectives un de exemple, c'est un voyage, exemple. ouais, ouais. Les perspectives de voyage, on verra, on verra. Mhm. Je pense que la plupart du temps, ça sera plus des lubies, parce que je vais me dire, pourquoi pas, et je vais sauter sur l'occasion. Pour le boulot, je vais continuer par faire mon boulot actuel et espérer que ça se passe bien. Si Mhm. ça se passe pas aussi bien que je l'espère, bah, je vais viser plus haut pour le boulot. Pour le transmédia, bah, ça c'est un rêve de vie. Donc, tant que j'aurai pas perdu la foi en mon rêve, bah, je vais continuer dedans. Il n'y a pas de Faudra changement. juste que, voilà, faudra juste que je commence par poser la première pierre, parce que j'arrive à un moment où je me rends compte que avant que je puisse faire la pub de mon transmédia, faut que j'ai quelque chose dans les mains que je puisse présenter aux gens. Ça va être ce truc-là Mhm, pour lequel je vais devoir m'occuper pour les quelques mois ou bien l'année qui va suivre. Pour le moment, je vais rester dans cette optique-là. Je pense que je vais voir plus de monde. Quand je dis plus de monde, je parle même d'autres pays. Internet est là, donc je vais m'en servir un peu. Et après, pour le reste, on verra. Pour le reste, on verra. ok. En tout cas, mec, c'était pas mal pour que tu aies pu accepter cette invitation. Enfin, bah merci pour ta participation. Bah, du coup, c'est tout pour l'épisode des clubbers. Enfin, on se retrouvera pour le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé et tout. N'hésitez pas à liker, à partager, hein.
pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent connaître son idée et qui puissent le soutenir d'ailleurs pour son histoire de transmédia, pour son projet de transmédia, son projet de vie. Et justement, bah, mec, tu partageras ton réseau. Toi, tu fais des dessins. Même justement, pour ce qui est de ton univers, tu voulais justement avec l'univers, j'avais vu, tu avais fait un short il y a un peu plus d'un an de ça, là où tu disais, ouais, tu voulais faire un univers le plus créatif et qui soit le meilleur, tu vois, sur Terre et tout. Tu voulais faire un truc comme ça, tu vois. Et donc, ouais, franchement, soutenez-le à mort, il fait des dessins et tout, il s'entraîne et tout, Volk, sa tech et tout, tu connais et tout, vous connaissez. Et voilà, c'était tout pour l'épisode. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé sur YouTube. Allez, à la prochaine. Suivez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine. À la prochaine. Je mettrai en lien aussi le truc du magazine, pardon. Merci.